Coucou les amis, c'est Force.Gouin, j'espère que vous allez bien. Divulgation et vérité aujourd'hui sur NASCAR. On va tout dévoiler, on va vous présenter tout de suite en rapidité les invités. Donc, nous avons bien sûr l'incontournable Gérard. Ensuite, vous avez le gâteau BN, là, le petit BN, la petite image. On a Momo, Hello tout le monde. un nouveau arrivant, et Perle. Coucou tout le monde. Hello. Hello. Donc, on va expliquer tout brièvement et en détail ce qui se passe à NASCAR, ce qui se passe dans NASCAR, pourquoi les grilles, pourquoi les artefacts, qu'est-ce que c'est à la base, etc., etc. Je te laisse, Gérard. Ok, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Ça va être la divulgation, n'a rien à voir avec ce que divulgue Thierry Jamin, puisque je vais partager avec vous les connaissances que j'ai acquises en allant visiter le site il y a déjà plus de 53 ans, en mode déplacement conscient astral, et dernièrement, compte tenu de l'actualité, en déplacement mental, et j'y suis retourné il y a quelques jours pour vérifier un point que j'avais oublié de vérifier les autres fois. Alors, pour les auditeurs, auditrices qui ne savent pas où se situe le plateau de Nazca, je vais faire des partages d'écran. Donc, je vais y aller, partager l'écran. Je vais partager pour vous montrer un peu où ça se situe. Donc, alors, il est où lui? Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, tout le monde voit? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, vous voyez, alors, voilà la capitale du Pérou. Hein, ça se trouve en bordure du Pacifique, hein, bien sûr, pas loin de la Cordillère des Andes d'ailleurs, en Amérique du Sud. La capitale du Pérou est Lima, ici à gauche, qui est cerclée là, en rouge. Et vous avez la région, là c'est une carrière. Attendez, je vais mettre un autre pointeur parce que celui-là ne va pas bien. Vous ne voyez rien. Et moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, on voit peut-être mieux le petit rond rouge ici. Et vous avez le site où se situe le plateau dit de Nazca. Ça se trouve comment dirais-je, à 356 km à vol d'oiseau de la capitale qui est Lima. Donc en suivant cette ligne jaune qui, j'en profite pour vous signaler, coupe à 90 degrés l'ancien équateur. Vous avez une petite flèche ici qui vous donne la direction pour aller pile poil à l'île de Pâques où il y a les Moaïs. On vous a déjà dit dans des émissions que lorsqu'il y a eu des problèmes dans le système solaire avec Tiamat, il y a eu un basculement de l'axe de rotation de Gaïa à l'époque, a occasionné quelques petits soucis, la fracture de la Pangée qui a donné naissance à 7 continents. En fait, on vous a appris 5, mais il y en a 7. Le 6e a été officiellement découvert il y a peu de temps d'ailleurs. Et ce qui a occasionné d'ailleurs la dérive des continents qui a valu, en ce qui concerne l'Antarctique, une congélation relativement rapide des entités qui y vivaient, puisqu'il avait à l'époque un climat tropical là-bas. Donc, quand on suit cette ligne, vous avez ici, cerclé en noir, le site en question. Donc, on va passer à l'image suivante. Voilà, alors, voilà la ville. C'est pareil, il faut que je remette à chaque fois le… Tac, voilà. Alors, le site est ici. La ville de Nazca se situe ici. Vous voyez, il y a quand même une petite distance pour aller sur le site du plateau dit de Nazca. On va passer à l'image suivante. Alors, même chose. Je remets tic en taille. Et voilà. Alors, vous savez que Thierry Jamin se trouve, et ça
sa société entre guillemets d'archéologie se trouve à Cusco, et ça se situe exactement ici. Donc, vous voyez la distance pour aller sur le site du plateau de Nazca, qui, ce plateau à l'origine, ce n'était que des montagnes. Et ces montagnes ont été rasées comme ça se fait sur Gaïa. Certains travaux se font à coups de dynamite et avec des bulldozers, etc. Là, c'est fait à l'époque avec des autres technologies. Je vais avancer sur une autre image, je ne sais plus à laquelle, ça doit être la 4e. Voilà, on recommence. Voilà. Alors, sur le plateau de Nazca, vous avez plein de pistes. Et en fait, il faut dire que ce plateau qui a été nivelé il y a très longtemps, très très longtemps d'ailleurs, à une époque, j'anticipe une question, avant le déluge, a été nivelé et c'est ce qu'on peut appeler un spatioport, c'est-à-dire qui servait aux navettes spatiales d'EBE, c'est-à-dire d'entités biologiques extraterrestres, à venir se poser sur Gaïa, hein, donc à cet endroit, un spatioport avec, à l'époque, il y avait des constructions qui étaient apparentes en extérieur, qui ont été en plusieurs reprises construites en souterrain après, j'en parlerai ensuite. Et donc, ces différentes pistes permettaient à des civilisations d'autres systèmes stellaires, y compris civilisations du système solaire, de venir se poser tranquillement sur ce site. Il y en a d'autres sur la planète Gaïa, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais pour l'instant, le sujet, c'est Nazca, donc on ne parle que de ça. Par la suite, ces pistes ont été enchâssées, c'est-à-dire que avaient été creusées dans la roche, et au cours du temps, ça s'est un petit peu nivelé avec l'érosion. Et d'autres civilisations qui sont venues après les premières civilisations qui ont créé ce spatioport ont donc fait des dessins animaliers qui représentent des assignations correspondant au numéro de piste qu'on peut trouver dans les aéroports actuels sur Gaïa, hein, où les numéros de piste sont donnés pour les directions magnétiques locales de la piste. Hein. Par exemple, une piste numéro 9 est au 90 degrés, une piste 18 plein sud au 180 degrés, etc. Une piste 27 au 270 et ainsi de suite. Et donc là, parce qu'à une époque, il y a eu beaucoup de ce que je qualifie de touristes de l'espace qui sont venus s'intéresser au système solaire et pour certains en particulier à Gaïa. Et donc, il commençait à y avoir vraiment foule dans l'espace et dans l'atmosphère de Gaïa. Donc, même chose pour les atterrissages sur le site de ce spatioport. Et donc, il était nécessaire d'assigner, donc des pistes supplémentaires ont été créées d'ailleurs à l'époque, et d'assigner certains symboles qui correspondaient à des pistes et à certaines civilisations qui venaient visiter la planète. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais avancer. L'entrée de ce spatioport se trouve ici, exactement. Elle se trouve, je vais vous montrer après, à droite, à quelques encablures, je pourrais dire, à droite de ce que tout le monde connaît sous le nom du cosmonaute qui est à flanc de montagne, qui est ici quelque part, je vais vous montrer après. Et ici s'ouvre, il y a une porte qui est en 3 parties qui s'ouvre, qui permet d'accéder à l'intérieur de la montagne et d'accéder à des parkings, comme ça se fait sur les aéroports, également des hangars pour réparation des navettes spatiales, sachant que les vaisseaux mers, etc.,
en général, ne s'approchaient pas à l'époque de Gaïa et ne s'approchent pas encore à l'heure actuelle. Certains qui l'ont fait, notamment en Antarctique, se sont cassés la figure. Vous savez très bien, nous en avons parlé, qu'il y a 3 vaisseaux mer qui sont écrasés là-bas. Et donc ici, à partir de cet endroit, vous avez d'ailleurs, c'est la piste principale qui est tracée ici, qui est perpendiculaire à l'ancien équateur, avant le basculement des pôles géographiques de Gaïa. Et là, vous rentrez dans vraiment le spatioport à l'intérieur. À l'époque, il y avait des tours de contrôle, enfin ce qu'on peut appeler des tours de contrôle en extérieur, tout ça, mais ça a disparu. Et vous rentrez de ces parkings pour navettes, il y en a encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Vous rentrez et vous avez accès après à des espèces des tunnels qui sont un peu comme les tunnels dans les métros parisiens ou d'autres grandes villes, mais au lieu d'être où vous avez des tapis roulants qui vous permettent aux visiteurs ou aux passagers de moins se fatiguer pour se déplacer d'une entrée à une autre. Et là, c'est en lévitation antigravitationnelle et qui vous permet d'accéder à une ville qui est plus profonde dans la montagne, sous les villes d'ailleurs qui existent là plus haut, et qui a la taille à peu près de la ville de Paris, en France, mais dispatchée sur plusieurs niveaux, 4 en réalité, mais ces niveaux ne sont pas empilés les uns au-dessus des autres. Pour la petite histoire, les artefacts biologiques que Mario, c'est son pseudonyme, qui est un pilleur de tombes, mais il faut appeler un chat, et puis ses acolytes sont tombés sur une partie qui est un des secteurs du cimetière de cette ville. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé ce qui est momifié. Je vous dirai après comment ça se fait et pourquoi et comment. Je vais avancer sur d'autres vues où on va voir plus précisément ce que je suis en train de… Alors, ici, bon là, je ne vais pas remettre le pointeur. Voilà ce qu'on appelle le cosmonaute. Pris sur la montagne. Je vais vous en montrer une autre vue. Voilà, c'est toujours au même endroit. C'est ce qu'on appelle le cosmonaute. Ici, vous avez donc en grossissement, donc je vais remettre de quoi vérifier. Ah ben, j'ai mis un point. Ici, vous voyez de plus près l'entrée du spatioport en question, qui correspond, vous avez cette piste qui est la principale piste initiée, fabriquée au tout début. Hein, il y a d'autres parties du spatioport ici, hein. Mais on dirait que la piste, elle rentre dans la montagne, mais effectivement, elle rentre parce que les navettes spatiales qui amenaient des visiteurs, donc rentraient carrément dans le spatioport et allaient se garer sur les parkings, comme les avions font quand ils sont posés. Donc, si vous voulez, les navettes spatiales, hein, il faut les appeler, ce que vous appelez des soucoupes volantes, arriver, prenez et puis voler à 20 ou 30 cm du sol, et puis aller rentrer, puis aller se garer selon l'assignation qui avait été donnée par ceux qui s'occupaient de ce spatioport. Alors, ensuite, donc voilà, vous voyez où c'est localisé. Ici, vous avez l'autre petit cercle où se trouve le cosmonaute qui est là, exactement où j'ai mon petit pointeur rouge. C'est là que se trouvent les 2 images que je vous ai montrées avant. Donc, vous voyez, les cosmonautes sont là, font un signe, et l'entrée principale se trouve là. En ce qui concerne Mario, il est tombé dans les montagnes. Je ne veux pas dire exactement où c'est pour pas que les pilleurs de tombes aillent se manifester ou aillent fouiller là-bas. Donc, je ne vous dis pas où c'est exactement, mais c'est pas loin. Hein, donc, l'entrée, c'est une bouche. Il est tombé sur une bouche d'aération du cimetière en question. Enfin, d'un des secteurs du cimetière en question. Alors, on continue. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran un petit moment, alors que je retrouve.
Et puis qu'on voit si vous avez des questions là-dessus. Bon, alors, touc, 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 touc. Voilà, j'arrête ça. Tac. Voilà, je suis revenu, vous me voyez? Oui, c'est bon. Bon, on continuera après. Alors, si déjà, je vais faire une petite pause comme ça, si vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous dire déjà, et après, on va rentrer dans un petit peu plus profond dans le vif du sujet. Je vais vous parler de ce qu'il y a comme maître. C'est pas le tout de vous informer du fait qu'il y a les lignes de l'ASCA, que tout le monde se pose des questions, les scientifiques, ou ils font semblant pour certains, sont des lignes, des pistes d'atterrissage de véhicules EBE, d'entités biologiques exoterrestres. Et donc voilà, et donc eux sont peut-être pas au courant, j'en sais rien, mais maintenant il est temps quand même que ceux qui nous écoutent, les gens qui sont éveillés, qui veulent savoir, soient au courant quand même de l'existence d'extraterrestres, puisque dans le cimetière en question où est tombé Mario, qui a pu récupérer pour se faire du pognon, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, c'est un cimetière, il y a plein de civilisations de défunts, y compris des humains terriens. J'en parlerai après, mais il y a des quantités de civilisations et de races différentes d'extraterrestres et de toutes les tailles, j'en parlerai donc après. Je ne sais pas si Mario sera autorisé, parce qu'il a rencontré des entités vivantes, donc là, il y a des morts, et dans certains sarcophages, on va dire, ou tombeaux, comme des caveaux, hein, un peu comme sur Gaïa pour les humains, je veux dire, normaux, entre guillemets, il faut savoir ce qui est normal et anormal. Hein, vous avez des générations, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils, etc. Et les petits-enfants qui viennent fleurir à la tombe, c'est un caveau qui s'appelle familial. C'est la même chose là-dedans. Donc, quand ils vont faire des analyses d'ADN, ils ont, sur celles qui ont été fait des datations en carbone 14, ils ont trouvé des traces d'environ 400 à 500 ans après Jésus-Christ, mais il y en a des beaucoup plus anciennes que ça, de momies. Enfin, des momies, ce ne sont pas des vraies momies parce qu'elles ne sont pas éviscérées, on vous en parlera après. Et donc, mais il y a toutes sortes, il y a des êtres qui font même pas 9 cm de haut, il y en a d'autres, on en parlera après, qui font plus de 12 mètres de haut, qui vivent à l'heure actuelle là-bas. Alors, Mario en a rencontré, donc je ne sais pas s'il sera autorisé, si on peut parler à l'heure actuelle, à aller plus avant pour faire ces investigations, donc on verra. Donc, je vous laisse les intervenir dans un premier temps. Si vous avez des questions à me poser, je ferme mon micro si je retrouve ma souris. Voilà. Ok, bah écoute, Momo, on va commencer. Ok. Bah moi, en fait, je me posais une question toute simple. C'était, est-ce que ces pistes elles sont toujours utilisées? Est-ce que le spatioport est en activité en ce moment ou bien c'est un endroit complètement… Alors, oui, il est encore en semi-activité. Il faut savoir qu'il y a eu des invasions, tout le monde le sait, je pense, à l'heure actuelle, surtout ceux qui nous écoutent, il y a eu des invasions de ce qu'on appelle les reptiliens. Bon, en fait, ce sont des sauriens, mais bon, ils sont appelés reptiliens, compliquons pas les informations, et donc on a attaqué un petit peu partout. Donc, il y a des reptiliens gentils, on en a parlé la semaine dernière dans l'émission avec Nicolas sur Force Pingouin, et donc qui sont réfugiés. Il y a des grands gris, des moyens, des petits qui sont réfugiés là, quand ils ont pu se sortir des griffes de contrôle de ce que vous appelez des reptiliens, qui sont des conquérants, des vrais brutes. Ils voient que le pouvoir et que se nourrissent de l'émotion des gens, savoir que les gris n'étaient pas à l'origine, et que ce soit les petits, n'étaient pas des êtres qu'on appelle négatifs, mais ce sont les esclaves de ces reptiliens et ils n'ont pas le choix que de venir empoisonner, d'exécuter les ordres qu'ils reçoivent des reptiliens, puis d'autres, des dracos, etc. Donc il y a des chaînes de commandement, chose qui ne se trouve pas dans les forces de lumière, bien entendu. Donc c'est encore en activité. Je suis allé la dernière fois, j'en parlerai peut-être en fin d'article, d'émission, faire un tour. Il y a
des ovnis, ce que vous appelez des ovnis. Donc, à l'heure actuelle, qui patrouillent là, il y a des hélicoptères, etc., des avions qui patrouillent. Et il y a encore de temps en temps, et récemment, des navettes spatiales qui sont venues se réfugier. Il faut savoir qu'avant le système solaire, il y avait donc ce que j'appelle des touristes spatiaux qui venaient sur Gaïa. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde qui se baladait dans le système solaire. Et depuis quelques années, nos amis de la Fédération Galactique, dont la Confédération fait partie, bien entendu, ont mis un petit peu l'eau là à ça et ont bloqué, donc on priait les touristes d'aller voir ailleurs parce que compte tenu des problèmes qui se passent avec les êtres négatifs, donc il y a beaucoup de chasseurs alliés à Gaïa et aux humains terriens, donc Gaïans. Donc, il y a à peu près plus de 5 millions de vaisseaux de combat, navettes, drones, etc., et ainsi de suite, chasseurs, qui naviguent dans le système solaire à l'heure actuelle. Ça fait du monde qui est géré par le groupe Ashtar. Comment il faut bien coordonner tout ce petit monde qui patrouille pour pas que les forces négatives se barrent du système solaire à Gaïa. Et donc, l'accès au système solaire a été fermé. Également, la sortie de Gaïa elle-même a été fermée. Donc, tous ceux, les forces négatives et les touristes, d'ailleurs, qui ne peuvent plus rentrer dans le système solaire depuis quelques années. Et donc, il y en a qui sont des touristes qui n'étaient pas au courant des infos, se sont trouvés un peu piégés et donc se sont réfugiés pour une partie sur le site de Nazca, mais il y a d'autres endroits sur la planète où c'est à peu près la même chose quand même. Mais on en reste sur Nazca puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà pour ta réponse, Momo. Super. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Perle? Ouais, Perle, vas-y. Ben voilà, moi je me posais une petite question un peu, peut-être un petit peu bizarre, je ne sais pas trop, mais tu nous as montré un peu le cosmonaute. Et moi je me demandais à quoi ça sert. Est-ce que c'est un peu comme les crop circles où ils nous disent hey, coucou, c'est ici, ou est-ce que c'est une indication pour montrer que c'est ici qu'on doit aller, ou je sais pas, je me demandais à quoi il servait ce petit bonhomme là, comme ça, dans les montagnes, tout simplement. Ok, merci de ta question. Donc, oui, alors ça a été fait bien après, parce qu'au début, je vous ai dit, ça date la première piste, donc il a été rasé. Donc, c'était c'est une chaîne de montagne toujours, mais à l'intérieur de cette chaîne, ça a été donc rasé, planifié pour faire le spatioport. Donc voilà, et les pistes ont été creusées, il n'y en avait pas beaucoup au départ. Après, d'autres civilisations, au fur et à mesure des générations, compte tenu du monde qui venait visiter le secteur, je veux dire, et donc il a fallu faire, c'est comme les aéroports standards qui s'agrandissent, c'est c'est le même principe, il n'y a pas de souci. Et donc après, il y a eu disons que le cosmonaute est relativement récent et permet d'indiquer, vu qu'il y a un nombre incalculable de pistes et de dessins animaliers, des singes, des colibris, des serpents, des araignées, bon, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a un tas, il y a des pistes dans tous les sens qui se croisent. Si vous prenez Charles de Gaulle en France ou Orly ou tout ça, vous verrez ce que je veux dire, mais là, il y en a davantage. D'accord. Puis il y en a des anciennes qui sont plus tellement en bon état, etc. Et donc, ce bonhomme a été gravé relativement récemment dans le rocher pour indiquer, quand ils approchent en espace et qu'ils ne voient pas encore les trajectoires des pistes, pour savoir, alors c'est un code où se trouve l'entrée du spatioport, qui est dans la montagne. La montagne, c'est en fait la porte, elle est métallique en trois parties et donc à la forme d'un rocher. Donc comme vous l'avez en Antarctique, c'est le même principe. J'ai publié, je crois, il y a quelque temps, l'année dernière ou en début d'année à l'Antarctique, des photos, vous voyez, où on peut rentrer, ce que vous appelez une scovolence, j'appelle ça des navettes. Et donc dans la montagne, quoi. C'est exactement le même principe. Ils n'ont rien inventé du tout. Et donc le dessin de ce cosmonaute est relativement très récent. Relativement, je parle quand même. Il a plusieurs centaines et centaines d'années quand même. Mais par rapport au reste, c'est récent. Et c'est pour indiquer parce qu'il y a encore, à l'heure actuelle,
des êtres, hein, donc des entités, parce que vous êtes une entité, comme moi je suis une entité, des êtres qui s'échappent des griffes des reptiliens ici sur Gaïa et qui ont camouflé leurs petites navettes à certains endroits. Je vous ai dit, on en parlera après, il y a des êtres qui font moins de 9 cm de haut. Ils ont des petits engins, ils ne sont pas plus hauts que ça, vous voyez. Et donc, eh ben, eux, quand ils se sortent, bon, à des endroits comme Nazca, ils vont se réfugier là. Hein, ils préviennent, le portail s'ouvre selon la taille de leur navette ou de leur petit vaisseau, ou de leur grand vaisseau, plus grand, et puis hop, ils se mettent à l'abri, ça se referme, parce que les reptiliens ont essayé d'attaquer le site, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts. Que Mario en a trouvé qu'une partie, mais le cimetière est il y a des galeries partout, c'est très grand. Hein, et donc, les êtres qui habitent cette ville, donc je ne sais pas le nom d'ailleurs, et je ne l'ai pas demandé non plus parce que je n'ai pas pu rentrer en contact avec les entités qui vivent là-bas, et donc sont au courant des recherches de Mario et tout ça. Hein, donc voilà. Alors, d'après les infos que j'ai de nos amis de la Confédération Galactique et de nos amis de l'Intraterre, donc sans pourparler pour savoir si on va autoriser à aller plus avant. Parce que si officiellement, ce qui m'étonnerait maintenant, je vous le dis tout de suite, officiellement est déclaré et visite et découvre la ville comme ça a été fait, les anciennes villes en Antarctique il y a peu de temps, alors que ça a été découvert en 2009 d'ailleurs, je signale, hein, donc il y a un temps de recul, on est en 2017, et là ça sera la même chose, et donc ça va secouer beaucoup de monde. Alors, est-ce que, sans pourparler, ils vont autoriser à ce qu'ils aillent plus avant, puissent avoir accès à voir la ville qui est sur ce site, qui est sous la montagne, hein, qui est en 4 niveaux, mais les 4 niveaux sont pas empilés les uns sur les autres, et c'est 4 niveaux dispatchés dans toute la montagne, hein, donc en communication, mais disons que l'ensemble représente à peu près la taille de la ville de Paris, hein, et donc à peu près quand même, hein. Et donc, vous savez que la croûte de Gaïa, c'est comme du gruyère. C'est plein de cavernes naturelles et d'autres qui ont été creusées, soit pour les terriens avec des technologies de foreuse énormes. Hein. On a déjà vu, et vous le trouverez sur le net, la taille, on a fait une émission là-dessus d'ailleurs, et publié des photos. Mais surtout avec les technologies plasma qui permettent de vaporiser la roche et de la vitrifier, de la projeter sur les parois, donc on n'est pas obligé d'étançonner. C'est un gros avantage, puis voilà. Et puis, il n'y a pas de gravat à éjecter pour polluer. Donc, voilà pour la réponse à ta question, ma sœur. Merci. Oui, vas-y, Momo. Non, moi j'avais une petite question toute simple. Je voulais savoir seulement si le site en question, donc le plateau, il était accessible actuellement pour des êtres humains comme nous, lambda. Enfin, je parle pour moi. Oui, ce qui pourrait être intéressant si tu fais du parachutisme ou si tu as un hélicoptère, hein, d'abord les lignes, tu les vois véritablement que d'avions ou d'hélicoptères, hein, ou de navettes. Attention que les terriens qui vous cachent tout, ils ont aussi des navettes antigravitationnelles, hein, ou à répulsion électromagnétique. Hein, donc pour certaines. Et donc, tu peux y aller à pied, mais je te souhaite bon du courage parce que c'est en altitude, c'est quand même encaissé, il n'y a pas de vent pratiquement, puisque c'est entouré de montagnes, d'accord? Ça a été creusé dans la montagne, le plateau, hein, il a été nivelé à l'origine, et donc il fait une chaleur. Bon, le plateau en lui-même n'est pas trop, j'ai donné l'altitude tout à l'heure, mais toutes les montagnes sont autour sont quand même beaucoup plus élevées. Donc, il n'y a pratiquement pas d'air et il fait une chaleur, je vais dire, étouffante là-bas. Alors, pour y aller, si tu vas à pied, bon courage, mais tu peux y aller. Mais le mieux, c'est d'y aller en hélico, quoi. Mais bon, maintenant, il y a beaucoup, à l'heure actuelle, hein, je suis retourné il y a quelques jours, beaucoup de patrouilles d'avions, d'hélicos et tout ça, ils essaient de trouver l'entrée. Bon, maintenant, on va savoir où il est. Mais nos frères et sœurs qui habitent là-bas, hein, qui résident là-bas, je vais dire, ils ont de quoi se défendre si on les emmerde. Hein. Ce ne sont pas, j'en parlais après,
Ils sont pas agressifs ni rien du tout, bien au contraire, mais si on les cherche, on va les trouver. C'est ce qui est arrivé aux copains de Mario, d'ailleurs, qui ont commencé à leur taper avec des frondes dessus. Bon, ben, ils ont payé leur vie. Hein. C'est normal, c'est la 12e loi universelle, hein, 12e principe universel. Hein, c'est pas des bisounours. Hein, donc, voilà quoi. Ok. T'as une question? Non, Perle non plus. C'est bon? Ok, bah, je vais poser ma question du coup. Là, bah, tu nous as parlé de Nazca et tout, mais est-ce que au niveau sous-sol, en dessous, est-ce que c'est similaire à la zone 51? Rien à voir. Est-ce que vous avez en tête, bon, pour ceux qui captent, j'ai envie une image mentale, est-ce que vous avez en tête Corée avait publié, je crois, sur un site, des cavernes qui se trouvent en Antarctique. On voit où il y a les bases des forces anciens nazis, etc. Vous voyez un petit peu la forme que ça. Ce qui est en dessous de la zone 51, c'est plutôt carré, ce sont des trucs qui ont été creusés par les militaires et compagnie, hein, américains, et c'est structuré plutôt carré, du béton avec des ascenseurs, ce sont des pièces, c'est pas vraiment la même chose. Là, à Nazca, ce sont des grottes, pour ceux qui ont pu visiter des grottes sur Gaïa, il y en a partout, il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a partout, il y en a aux États-Unis, il y en a partout des grottes. Hein. C'est un gruyère, la grotte de Gaïa, d'accord, hein. Et donc, ce sont des voûtes, mais c'est très très haut, c'est-à-dire qu'avec même à la limite avec peut-être pas un Boeing, mais un gros avion, mais avec un avion de tourisme, vous pouvez voler et vous déplacer dans la entre guillemets caverne en question, se trouve la ville. Mais ça n'a rien à voir comme structure avec ce qui a été creusé et notamment avec des ascenseurs verticaux au niveau de la zone 51, donc dans le Nevada aux États-Unis. Hein, ça n'a pas du tout le même aspect. Hein, voyez plutôt comme, par exemple, en Belgique, les grottes de Han, etc. Puis il y en a à Lascaux et tout ça, et puis d'autres grottes en France, et puis dans d'autres pays, quoi. Hein, ce sont des cavernes partiellement naturelles, puis après des parties qui ont été aménagées et qui sont rejointes non pas en ce qui concerne la ville par des ascenseurs, mais ça sont des tunnels en pente relativement douce, hein, qui représentent 4 niveaux. Mais là, vous êtes en anti-gravitationnel et donc vous avez un flux. L'air circule à la même vitesse que vous. Il y a un flux magnétique, c'est pas bien parce qu'en mental, ben, j'ai pas besoin de ça. Il suffit de penser à un endroit, on y est quasiment instantanément. Et donc, qui vous emmène vers la ville quand vous partez du spatioport. Et alors, par contre, après, les cimetières, tout ça, sont des couloirs où là, il faut marcher quand même relativement. Il n'y a pas de, je vais dire, entre guillemets, de tapis roulant antigravitationnel. Donc, voilà comment c'est. Mais ça n'a rien à voir comme structure. À l'origine, quand ça a été fait, là, avant le déluge, à l'origine, il y avait déjà une grotte naturelle à cet endroit-là. Hein, donc, a été aménagé, agrandi, etc. Puis voilà, au fil du temps, ça grandit, ben, comme des villes normales de terriens qui s'agrandissent petit à petit, les banlieues, tout ça, c'est le même principe, hein, tout à fait. Voilà la réponse à ta question, Nico. Ok, bah merci. Écoute. Est-ce que vous avez encore des questions avant de passer? Puis après, à la fin, on va prendre les auditeurs. Donc, personne, Momo, Perle, Ben, non? Ok. À la limite, je peux poser une dernière question, s'il veut, Gérard. Si Vas-y. En fait, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient découvert donc, un cimetière avec Thierry, avec Mario. Et moi, je voulais savoir, justement, si c'était possible que tu nous parles un petit peu plus de la cité qui se trouve juste à côté, en fait. Tu parlais d'une ville. Eh ben, c'est la ville, mais après, en surface, au-delà de ça, il y a des habitations, il y a des petites villes qui sont
purement terrienne en surface. Hein. Ah, d'accord, ok, très bien. Oh non, légèrement, mais là, je parle de la cité où il y a toutes les entités, tous les EBE, hein, entités biologiques exoterrestres. Il y a aussi des terriens. Je vais parler après ce qu'ils appellent des momies. Thierry, notre frère Thierry, hein, lui n'a pas encore été visité là, il n'y a pas été encore. Hein, il a des problèmes. Bon, je ne vais pas l'évoquer, il vous le dira quand ça sera décidé. Mais comme ça traîne, ça traîne. C'était prévu que moi je divulgue ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui après sa divulgation, mais du fait qu'il a reporté et compte tenu des éléments que j'ai, il risque de faire flop et puis d'y avoir des petits problèmes. Et vous allez avoir de temps en temps des petits morceaux, mais ils vont pas vous parler de ce que je vous parle aujourd'hui parce que ils n'ont pas accès à ces informations. D'accord? Hein. Donc, maintenant, ceux qui voudraient aller vérifier, entraînez-vous au voyage astral au minimum. Vous verrez sur la Confédération de Libération de Gaïa, j'ai écrit un article pour vous expliquer, si vous voulez vous entraîner, comment faire. Donc, comme ça, vous aurez vos preuves. Et pour la localisation, allez sur Google Earth et puis vous verrez où se trouve, vous aurez une idée. Hein, donc, voilà. Alors, peut-être avant de prendre les questions de nos auditeurs et auditrices, je vais peut-être continuer sans les partages d'écran, comme ça je serai tranquille avec ça, pour vous montrer quelques autres images. Et puis après, eh bien, on prendra aussi les invités ici auront des questions et on prendra les auditeurs s'ils ont des questions, hein, pour pas qu'on fasse une émission qui dure des heures et des heures parce que c'est fatigant pour tout le monde. Donc, je vais refaire un partage d'écran. Alors, ça, on l'a déjà vu. Alors, voilà. Alors ici, on a un des, comment dirais-je, on va dire, une des momies qui a été montrée donc sur un des sites où s'est exprimé Thierry. Et pourquoi je vous montre ça? Donc, au moins, c'est une momie qui n'est pas une momie parce qu'elle n'est pas éviscérée. Elle est entière. Et donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a 3 orteils à chaque membre et 3 doigts aux membres supérieurs et inférieurs. Alors, parce qu'il y a une polémique qui se dit, certains, j'ai entendu parler, on m'en a informé, nos frères et sœurs et amis, mes contacts m'envoient souvent des informations, que certains disent, ah ben c'est du plâtre ça. Ben non, c'est pas du plâtre, c'est un antibiotique qui s'appelle, c'est un champignon qui s'appelle du mycélium. Vous savez que la pénicilline est fabriquée à partir de champignons, notamment si vous prenez une tranche de citron, vous la laissez à l'air libre, vous allez avoir une moisissure verte qui va se développer dessus, c'est un champignon qui s'appelle la pénicilline. Une fois que c'est traité, ça devient blanc, c'est une poudre. Cette poudre blanche, donc vous la trouvez également dans le commerce quand vous achetez des saucissons, des vrais saucissons faits d'une façon artisanale, vous avez une poudre blanche. Ce n'est pas de la farine, c'est le même produit. Certains saucissons synthétiques de grande production, c'est plutôt de la farine, c'est du leurre. Alors, à quoi ça sert ce mycélium? Cette poudre blanche, ça sert à éviter que les bactéries n'attaquent la peau et les viscères des dites momies, des défunts. Parce que sinon, il n'y aurait plus que les os. Donc, c'est simplement pour protéger les viscères et la peau des momies. Alors, comment on les voit comme ça, on va dire, recroquevillés? Je vous montrerai une autre image après. Pourquoi ça? Parce qu'il y a différentes ethnies, hein, là, donc différentes civilisations, différentes races, etc. Il y a tout un mélange. C'est extrêmement cosmopolite sur ce site et sur d'autres aussi. Donc là, cette entité qui est décédée, si on veut, désincarnée, a été momifiée. Mais momifiée pas
selon les pratiques qui étaient faites, par exemple, en Égypte, du temps des pharaons, mais simplement avec une machine qui se trouve dans une grande salle, dans une des sections du cimetière, qui génère des ondes dites de torsion scalaire, qui sont de même nature que les ondes qui sont générées par exemple, la pyramide de Khéops, la grande pyramide sur le plateau de Gizeh en Égypte. Et je vous avais expliqué dans une émission, si vous faites la reproduction à l'échelle de la dite pyramide, que vous l'orientez localement où vous êtes dans le champ nord-sud, de face, que vous mettez un morceau de viande à une hauteur de un tiers de la hauteur de la pyramide sur un support, ce morceau de viande, au bout de 2 jours, il sera momifié complètement. Eh bien, c'est le même type d'énergie, mais là, c'est occasionné par une machine qui se trouve dans le cimetière en question qui permet de momifier. De même qu'à l'époque, il y avait des Incas qui ont demandé la permission aux êtres qui vivent dans cette cité de mettre certains de leurs défunts, de profiter de cette énergie de momification pour y mettre leurs défunts. Donc, les explorateurs de ce site, ou les pilleurs de tombes, comme Marius, c'est son pseudo entre parenthèses, donc vont trouver également des, entre guillemets, cadavres ou momies. J'aime pas le terme momie parce que c'est pas vraiment des momies. Hein. Une momie est éviscérée et recousue après. Et donc, vont trouver des humains aussi, mais ça, c'est normal. De même que, donc, au niveau, s'ils font des analyses d'ADN sur certains autres artefacts biologiques, vont trouver des traces d'ADN humaine. Je vous rappelle en passant que vous-même, humain terrien, avez quand même 33 gènes extraterrestres dans vos séquences d'ADN. Donc, voilà, il n'y a pas de… Donc ça, bon, on verra après. Et donc, c'est très probable qu'ils retrouvent de l'ADN humain, d'autant que sur place, donc je vais en parler, il y a des êtres qui varient d'une taille inférieure à 10 cm et d'autres supérieures à 12 mètres. Hein, donc, qu'est-ce que j'allais dire, la poudre blanche, je vous en ai parlé. Donc, ces êtres, vous trouvez aussi des clones dedans, vous trouvez des hybrides, c'est-à-dire humains reptiliens, humains gris, humains petit gris, humains moyen gris, humains insectoïdes. Il y a des insectoïdes également sur le site, hein, qui sont vivants. Il y en a des autres qui sont décédés, hein, pour employer l'expression terrienne. Donc, vous avez de tout. Vous avez également donc de ces entités, quelles qu'elles soient. Ici, on a affaire à un gris moyen. Hein, donc, sur l'image que je vous présente, et vous avez différentes générations, parce qu'elles sont mortelles comme tout le monde, hein, enfin mortelles, leur corps 3D, hein, comme vous et moi. En fait, on est immortels, mais les véhicules de 3e densité sont mortels. Et donc, vous avez différentes générations qui sont mises dans ce qu'on appelle des sarcophages qu'a découvert Mario. Et donc, on va trouver en datation au carbone 14, ils vont trouver certainement, quand vous aurez les résultats, ils vont trouver différentes dates. Forcément, puisque ça correspondra à différentes générations. Il y a des entités qui sont dans cette ville qui vivent plus que la durée de moyenne, on va dire, entre 80 et 100 ans d'humains terriens. Il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps que ça. Donc, vous allez avoir des décalages de datation carbone 14, je vous préviens d'avance. Même chose, je pressens, j'ai une communication avec nos amis de la Confédération. Il y a des risques que les scientifiques qui veulent détourner ça des révélations aux terriens disent « Ah ben oui, mais ce sont des manipulations génétiques de singes, tout ça ». C'est exact, il y en a encore et qu'il y en a eu par le passé. Référez-vous à l'article que j'avais écrit l'année dernière sur les paradis, quand je parlais des Adam et Ève. Et donc, effectivement, c'est exact. Donc, je vais supprimer ça, passer sur une autre photo. Alors, pourquoi j'ai encore ça? Je ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, ferme-toi. Je vais y arriver, il n'arrive pas. On va aller enregistrer parce que sinon, on ne va pas vouloir se fermer, ce qu'il Bon, alors, donc, il me restait, qu'est-ce qu'il me restait encore à vous montrer? Voilà. Voilà, alors, ici, je ne suis plus en partage d'écran, si, non? Si, c'est bon, ça continue. Hein, vous voyez, bon, ok. Donc, vous voyez, bon, c'est toujours le même être que je vous ai montré dans la photo précédente. Et ici, bon, je remarque d'ailleurs en haut à gauche, hein, la poudre blanche qui le recouvre, c'est du pénicillium, hein, c'est un antibiotique qui sert à protéger des bactéries qui, s'il n'y avait pas cette poudre blanche, qui n'est pas du plâtre, comme certains idiots qui jugent avant d'avoir examiné ont prétendu, alors qu'ils n'ont même pas été sur place, fait un prélèvement de cette poudre, hein, on dit que c'était du plâtre, bon, mais passons, ce détail, donc sert à éviter que ça ronge la peau de ces êtres. Vous voyez que cet être est en position fétale. Pourquoi? La religion, là je vous ai dit, c'est un moyen gris, d'accord? Leur religion ou croyance, je veux dire, parce que les religions c'est plutôt des croyances et pas des certitudes faites pour manipuler les gens, mais leur croyance est quand même plus correcte que certaines. Quand ils savent très bien que quand ils se désincarnent et quittent leur véhicule physique, ils vont naître, j'insiste bien sur le mot naître, dans une densité plus subtile, en l'occurrence l'astral. Parce qu'à l'heure actuelle, ces êtres-là n'ont pas accès vraiment au 6e et 7e, enfin n'avaient pas accès. Ça commence à venir au 6e et 7e densité. Donc, ils se mettent en position fétale, comme lorsqu'ils sont nés, pour ceux qui sont des vivipares, bien sûr, parce qu'il y a des ovipares, et donc, pour se préparer dans la bonne position pour passer dans le monde astral. Hein, voilà uniquement pourquoi ils se mettent dans cette position dite fétale. Alors, je vais montrer une dernière photo que j'ai récupérée. C'est un de nos contacts, de nos frères et sœurs qui m'a envoyé ça il y a très peu de temps. Qui a été, alors, cette photo, vous voyez, c'est la photo du squelette d'une entité, on peut dire, humaine, et puis, donc, mâle, de sexe mâle. Je vais remettre ça quand même pour mettre un pointeur, ça ira mieux. Ouais, donc ici, sexe mâle, et à côté, et voilà des restants de vertèbres, hein, donc, et ici, c'est la femelle, la femme, à côté. Et il y a eu un éboulement suite à un orage, je ne sais pas quoi exactement, mais ce n'est pas un problème pour moi, un éboulement, un effondrement au niveau de la route et tout ça, enfin bref. Donc, a apparu des morceaux de nonos, tout ça, ils ont creusé, et puis ils ont découvert ça. Donc, compte tenu qu'il y a des personnes autour, j'ai pu faire un calcul pour vérifier la taille que pouvait faire le mâle ici, en prenant la taille de la largeur de la tête de cet individu, carrément. Donc, j'ai reporté, ce sont des petits calculs géométriques très faciles. Et donc, ça m'a amené à calculer la taille du squelette de cette entité ici, quand vous voyez un morceau, fait 12,60 m de haut. Hein, donc, à quelques centimètres près, et donc sans la peau forcément, vu qu'il ne reste que les os. Ceci pour dire que effectivement, il y a des, quand je vous dis des entités qui font plus de 12 mètres, vous en avez une preuve ici. Mais si vous cherchez sur le net, vous allez sûrement trouver des images et des photos, parce qu'il n'y a pas qu'à cet endroit, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs, mais ce n'est pas très important pour moi. Et donc, vous allez trouver des photos d'entités, j'arrête le partage d'écran, voilà, je suis revenu, d'entités qui ont cette taille. Hein. De même qu'il y avait une émission sur un autre site où je participais, où il était question de montagnes qui ressemblent à des souches d'arbres. Effectivement, il faut savoir qu'à une époque, il y a très 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 longtemps, les géants comme ça, de cette taille-là existaient. Il y en avait même qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de haut.
et il y avait des arbres qui faisaient plusieurs centaines de haut. Et avec le temps, les souches ont été abattues par ces géants, pas avec des tronçonneuses, mais des systèmes de tronçonnage laser. Et les souches qui sont demeurées se sont minéralisées, sont devenues ce que les gens pensent que c'est des montagnes, et notamment de basalte, etc. Et pour ceux qui ont vu le film Rencontre du troisième type, eh bien, la montagne sur laquelle se situent les événements dans le film, eh bien, c'est une souche d'un de ces arbres géants qui existait il y a très, très longtemps sur Gaïa. Hein, donc, où la pression gravitationnelle était beaucoup moins importante que maintenant. Rappelant en passant que la gravité, c'est pas une force d'attraction, mais d'oppression, à même titre que la pression atmosphérique. J'espère que les savants vont bientôt comprendre ça, ça serait pas mal. Voilà, alors je laisse la parole à nos invités, puis après, ben, si tu veux, Nicolas, à nos lecteurs, lectrices et auditeurs, auditrices. Ouais, bah, il n'y a pas de problème. Bah, est-ce que déjà, il y a des questions parmi les invités? Momo, Perle, Ben, non. Oui, vas-y, n'hésite pas. T'as parlé, Gégé, t'as parlé un petit peu des entités qui avaient, qui étaient là-bas dans les cimetières, tout ça, et je me demandais, est-ce qu'il y avait aussi des entités qui sont pas forcément liées à tout ce qui est E.T., mais plutôt même des entités de Gaïa, par exemple, qui auraient trouvé refuge là-bas, comme les fées ou des choses un petit peu plus de chez nous, j'ai envie de dire. Oui, il y a des humains comme toi, comme moi, oui, qui sont là-bas. Il y a aussi des humains qui ont été traficotés génétiquement par les forces obscures. Il faut le savoir, j'avais fait un article sur l'étoile de la vie l'année dernière, je crois, où j'avais mis quelques photos des résultats malheureux. Il y en a qui ont réussi à s'échapper et qui vont sur des sites comme Nazca se réfugier. Mais il y a donc des croisements, et ça c'est courant, d'entités, on va dire, pas tout à fait terrestres, mais qui sont quand même, si on prend les habitants de l'entre-terre, sont des gaillans aussi, sans être tout à fait des gaillans de la surface, mais ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux gaillans de la surface. Hein. Donc, mais ils vivent, eux, sous terre, où ils ont tout le confort, et ils sont un petit peu moins pollués que la surface de Gaïa. Et donc, ces gens-là, bon, ont ce qu'il faut, mais ils communiquent aussi avec ceux, par exemple, du site de Nazca. Hein, donc, on peut dire que ce sont des terriens. Maintenant, on a chez les reptiliens, on l'a fait dans l'émission la semaine dernière avec Nicolas. Donc, il y a des reptiliens qui sont, on peut dire que ce sont des terriens, qui sont là depuis tellement longtemps, sont des terriens, parce que n'oubliez pas, vous avez des gènes de reptiliens dans votre ADN, hein, je vous le dis quand même, il ne faut pas avoir peur, c'est votre côté reptilien ou reptilienne, ma sœur. Et donc, vous en avez qui sont là-bas, vous avez du tout. Alors, je vous dis les tailles, entre moins de 9 cm jusqu'à plus de 12 mètres, et vous avez des insectoïdes, qui eux sont des êtres pacifiques, et même ceux qui sont sur Mars sont pacifiques. Si vous allez leur chercher des ennuis, ils vont vous taper dessus. Hein, par contre, là, il y a des reptiliens, ils cherchent bagarre. Hein, il y a des gens comme ça. Hein, même parmi les terriens, on ne peut pas dire de pure souche parce que la majorité des terriens sont des martiens qui sont venus se réfugier. Donc, on ne peut pas vraiment le terme, on ne peut pas dire pure souche terrien, non. Non. On ne peut pas. La majorité des terriens à l'heure actuelle, sans parler de ceux qui viennent d'autres systèmes stellaires, qui sont soit en mission ou qui viennent profiter des transitions à l'heure actuelle, pour ça qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a des millions et des millions d'êtres qui sont des exoterrestres et qui sont débarqués, si on prend par exemple les humides et tout ça, qui vivent parmi vous, mais qui vous ressemblent comme deux gouttes d'eau. D'autres sont obligés de se servir d'hologrammes ou de pots de synthèse pour pas vous foutre la trouille, quoi.
parce qu'ils n'ont pas la même bouille que vous. Bon, il faudra vous y faire un de ces quatre quand même. Et il y a de la diversité partout dans cette galaxie et dans toutes les galaxies de cet univers. Et donc, vous aurez l'habitude. Il y a toutes les couleurs de peau. Il y en a des bleus, des verts, des bleus, il y a toutes les gammes, du bleu pastel au bleu sombre presque nuit, des verts, des oranges. Déjà, les quatre races fondamentales dites de terriens normaux, vous avez les noirs, les jaunes, les rouges qui sont moins connus, pas les Indiens, c'est pas la même chose, c'est de la peinture, ce sont des blancs, et les blancs. Donc déjà, les quatre races, parce qu'à une époque très reculée, il y a quatre civilisations étrangères au système solaire qui sont partagées Gaïa. Et chacun a travaillé dans son petit coin pour récupérer soit des métaux précieux, des pierres, etc., enfin, qu'ils n'avaient pas sur leur planète. Et donc, on manipulait ceux qui vivaient sur Gaïa pour s'en servir, pour travailler pour leur compte, gratos, en plus. Logé, nourri, blanchi quand même. Adam et Ève n'étaient pas à poil, c'est une connerie qu'on vous a racontée. Et donc, voilà. Puis il n'y en avait pas, c'était pas qu'un couple. Bon. Alors, effectivement, Ève n'enfantait pas dans la douleur avant qu'elle chassée du paradis. Forcément, l'accouchement sans douleur, ça existait bien entendu déjà à cette époque. Alors, c'est pas nouveau, ça. Donc, voilà. À partir du moment où ils ont été virés d'une des bases aliens, on va dire, T, et ils avaient pu des petites piqûres, voilà, pour qu'ils accouchent sans sentir, mais tous les mammifères, quand ils mettent bas, ils font de la douleur. Si on prend les tortues de mer, quand elles pondent leurs œufs dans le sable chaud, elles pleurent tellement qu'elles ont mal. C'est pas inhérent à la femelle terrienne, que je veux dire. D'accord? Mais si, il y a plein d'êtres qui sont terriens. Et donc, mais terrien, c'est un mot qui veut rien dire. D'abord, le terme terre ne veut rien dire du tout. À la limite, la planète Gaïa, vous pouvez l'appeler Gé, d'où géographie, géologie, géométrie, la mesure de Gaïa, géographie, le dessin de Gaïa, etc. Géologie, l'étude des roches de la croûte de Gaïa, et ainsi de suite. Mais son vrai nom, c'est Gaïa, mais Terre, ça ne veut rien dire. Par exemple, quand les scientifiques envoient une fusée, entre guillemets, sur la Lune, ils disent à l'unir. Par contre, quand ils envoient un truc sur Mars, ils ne disent pas marcher, ils disent atterrir. Terre signifie la croûte de n'importe quelle planète. Le terme Terre, c'est encore un truc qu'on vous a fourré dans le crâne. Donc, mais voilà, en passant, il faut le savoir. Alors, tu as ta réponse. Merci. Oui, et puis pour compléter aussi un peu, c'est vrai que quand on se pose des questions, le mot terre, mais c'est quoi? C'est le jardin? C'est la terre que tu as avec, voilà, où tu mets ton cercueil dedans? C'est quoi? C'est voilà, la terre, généralement, c'est plus associé à ça. Après, j'avoue, la Lune, pourquoi Célène? Parce qu'on dit souvent, ça c'est comme d'autres aussi, les études de la Lune. On ne dit pas les études de la Lune, on dit la sélénologie. Bon. La géologie, géographe, et tout ça. Après, pour Mars, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, on dit, pour les habitants, on dit des Martiens. Voilà. Ou il y a d'autres noms qui savent. Pour étudier Mars, on va dire un marsologue. Bon, c'est pas courant, j'avoue, mais voilà. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pas trop courant, Non, c'est pas trop courant. Par contre, un habitant de Sélène qui est fabriqué en sélénium, qui est un non-métal, on les appelle des sélénites. Mais en fait, c'est surtout, il y avait beaucoup, c'est des reptiliens et tout ça, puis des gris sur Mars. Et puis, il y a aussi un peu des terriens, mais plus sur Mars. Mais donc, ce sont des sélénites. Et donc, c'est Sélène, c'est le nom, c'est ce que vous appelez la Lune, c'est un satellite artificiel. Et je vous signale qu'il n'y a pas qu'autour de Gaïa qu'il y a des satellites artificiels, il y en a autour de Jupiter, il y en a autour de Saturne, etc., d'Uranus. Il y en a plus que vous ne pensez. Donc voilà. Mais Sélène, donc la Lune, est un phénomène particulier. Exact. Et puis pour assurer aussi les auditeurs, je voudrais revenir sur le fameux accouchement. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes, et je vois d'ailleurs à travers des vidéos, la télévision,
Il y a des femmes, je vous assure, c'est vrai, il y a des femmes qui accouchent, mais qui ont très peu de douleur. Soit quand ils accouchent debout, là, comme ça, ou ils accouchent dans la mer. Ils ont très peu de douleur. Voilà, juste comme ça. Encore des questions ici? Pour les invités? Non. Momo, non? Pas trop de questions? Non, c'est bon. Bon, bah, on va prendre les publics alors. On va prendre nos amis les auditeurs. Donc, les questions qui ont rapport avec le sujet d'aujourd'hui, hein, Oui. en priorité, hein, parce que voilà, hein, parce que sinon, on ne pourra pas prendre un maximum de questions. Et donc, tu dispatches pour pas que ce soit toujours les mêmes poseurs de questions. Hein. Oui. Bah, voilà. De toute façon, en même temps, on élimine les personnes qui sont vulnérables, comme on dit les trolls. Hein. Ben voilà, il n'y a rien à foutre là. Alors, les questions. Les questions. Ouais, il faut que je remonte un peu plus haut là. Alors, il y en a beaucoup. Quelles questions je pourrais prendre qui ont rapport avec le sujet, bien sûr. Et que il y a eu déjà répondu. Alors, il y a une première question de Matrix Percé et qui nous dit: y a-t-il toujours du monde dans ces spatioports où c'est abandonné? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours du monde, des vivants. Il y a des morts dans le cimetière. Enfin, il y a plusieurs cimetières dans le cimetière, comme dans tous les cimetières d'ailleurs. Hein. C'est pas que l'endroit où Mario, où il a pu rentrer par hasard dedans, et il est tombé sur une bouche d'aération. Bon. Et donc, il y a du monde vivant, de tout, des tout petits. C'est pour ça que la ville est en plusieurs niveaux, parce que imaginez-vous que c'est pas évident pour un être qui fait plus de 12 mètres de se déplacer à côté d'un être qui fait moins de 9 cm. S'il marche dessus, ça va faire splaf. Donc, il y a c'est un peu comme il y a dans certaines grandes villes, si vous voulez, vous avez des secteurs, par exemple, vous avez les Chinois, vous avez un autre secteur, il y a certaines ethnies ont tendance à se regrouper, ben, c'est un petit peu la même chose. Mais des êtres vivants, il y en a plein. D'ailleurs, si vous avez bien écouté les vidéos de notre frère Thierry Jamin, il en parle que Mario a dit, ils ont vu des êtres vivants. D'ailleurs, ses compagnons qui sont décédés, les deux qui avaient balancé des pierres à coups de fronde sur une des entités, ou deux, je crois, qui se sont sauvés d'ailleurs. Hein, donc, voilà. Donc, il y a des êtres vivants. Tu me feras penser, Nicolas, de parler après, à quoi ça sert les plaques métalliques incluses sous peau, sous-cutanées dans les mains et tout ça, et puis même au niveau des pectoraux, des entités. Hein, donc, j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Et donc, j'en parlerai après si tu veux. Alors, prends des questions là. Ouais, j'ai une autre question qui nous vient de Sandra sur le chemin. Enfin, tu sais, c'est Vanille Fraise. Et qui nous dit, voici ma question: est-ce que les reptiliens, entre guillemets, bien sûr, sont nés d'une mère humaine? Première question. Et deuxième question, où ont-ils été importés sur la planète? Alors, en ce qui concerne ce que vous appelez les reptiliens, qui sont des sauriens, donc vous savez, les reptiliens à sang-froid, qui sont ovipares, c'est-à-dire ils pondent des œufs. Certains parmi eux qui pondent des œufs, lorsque l'œuf est éclos, donne naissance à un bébé, on va dire, les mères peuvent les allaiter parce qu'elles ont des mamelles, d'accord? Ensuite, vous avez des reptiliens qui sont vivipares et qui donc ne pondent plus à ce moment-là, mais accouchent, au même titre qu'une femme dite terrienne, comme tout le monde, là. Et puis allaitent et ont des mamelles aussi. Hein, en général, c'est de mamelles, comme des femmes humaines, en gros, hein, parce que ce sont tous des humanoïdes. La loi de l'évolution fait que il y a des entités dans certains systèmes stellaires de cette galaxie qui sont composées un peu comme les végétaux. Leur structure, c'est de la cellulose. Bon, c'est à base carbone, la cellulose, bien entendu. Hein. Mais voilà, ça pourrait dire des carottes, comme de la carotte. Et donc, eux, le système de reproduction est totalement différent. Mais ce sont des graines, alors c'est exocorporel, c'est pas comme
les ovipares ou les vivipares. Hein, donc, vous voyez, il y a toutes sortes de choses que vous allez découvrir, j'espère, le plus rapidement possible pour vous. Hein, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Là, c'est qu'un petit début. Hein, je vous avais promis, quand on a lancé le site de la Confédération de libération de Gaïa, ça serait de plus en plus du lourd qu'on vous divulguera. Et donc, on le fait. On respecte nos engagements, mais il y a encore des choses à l'heure actuelle qu'on ne peut pas vous dire pour l'instant. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas pour votre protection. Voilà. Donc, la réponse à cette question, oui, il y a du monde vivant, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des ovipares et des vivipares, donc qui enfantent comme tous les mammifères. Hein. Les êtres humains sont des mammifères, sont des animaux aussi. Hein. Vous le voyez ou non, hein. Les animaux sont vos frères et sœurs. Bon, ils vivent en deuxième densité, ce qui vous permet de les voir. Ils sont, mais certains vivent au-delà de la troisième densité dans laquelle vous vivez, hein, parce que vous avez des humains terriens qui sont à limite encore presque en deuxième densité, d'accord, hein, donc attention à ça, de ne pas… les animaux ont des chakras comme vous, la conscience comme vous. Simplement, les chakras ne sont pas comme certains humains, puis d'autres, tous ouverts ou en activité. C'est ce qui fait juste la différence des densités qui sont des perceptions de conscience différentes, localisation différente de conscience. Ok, c'est bon. Salut Dany au passage. Prochaine question de Matrix Perso qui nous dit à quoi servait ce spatioport, quelle est l'activité? À quoi servait le spatioport? Ben, je l'ai dit, à quoi servent les aéroports? Ben voilà, tu as la réponse à ta question. C'est bon. Ouais, ouais. Alors, on va prendre… Mais il n'y a pas que celui-là, il n'y a pas que celui de Nazca, c'est parce qu'on parle de Nazca, vu que c'est d'actualité, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a partout, dans le désert de Gobi, il y en a, en Amérique du Sud, dans d'autres endroits, il y en a, rassurez-vous, il y en a. Oui, bah, de toute façon, s'il y en a un peu partout, on en voit un peu partout, ça. Hein. Comme les aéroports. Alors, n'hésitez pas si les invités Momo, Perle et tout, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Hop, hop. Ah oui, pourquoi il y avait… Attends, il y a quelqu'un qui a parlé, non? C'est bon? Ok, j'avais cru. Une question d'Evelyn qui nous dit pourquoi les satellites ne dévoilent pas ce site en profondeur? Est-ce que c'est caché par la NASA? Attends, pourquoi dis-moi la question correctement. Pourquoi pourquoi les satellites n'ont pas à l'image ce site-là? Ben, parce que c'est sous la montagne. Pourquoi ils ont découvert les satellites des choses en Antarctique, et c'est relativement récent, ça date de 2009. Pourquoi? Parce que c'est à travers la glace, et la glace, c'est de l'eau congelée, d'accord? Et ils ont pu, donc avec leurs scanners qui sont montés sur des satellites, voir à travers la glace. Mais du granit, etc., de la roche, c'est un petit peu plus difficile à percer. Regardez les expériences qui sont faites pour scanner la grande pyramide sur le plateau de Gizeh à l'heure actuelle. Oui, ils ont recours au tachyon, etc. Ils ont bien du mal de localiser des chambres que je sais exister, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je fais une parenthèse très courte. De localiser, ils ont repéré, ils ont un mal de chien à repérer des salles dites secrètes qui sont dans la pyramide de Gizeh. Hein, avec des technologies, et donc ils sont au sol tout près. Et des fois, à l'intérieur, ils ont déjà bien du mal pour parce que c'est principalement du granit, hein, puisqu'il y a du quartz dedans, et vous savez que c'est piézoélectrique, et donc conducteur et émetteur d'électricité. Et donc, ils ont déjà bien du mal. Alors, imaginez à travers une montagne, bon, c'est un petit peu plus difficile, hein.
Donc voilà la réponse à la question pourquoi. Maintenant, sachez quand même que la NASA et compagnie sont des écrans de fumée et ces gens-là font tout pour ne pas vous embrouiller d'abord. J'ai vu passer là, bah, c'est hier, je crois, un truc sur Mars, soi-disant, il y a des bases sur Mars. Effectivement, il y en a. Il y a même des constructions sur Mars que je connais parfaitement. Mais quand vous voyez déjà la photo, vous voyez la couleur du ciel martien, déjà, vous pouvez dire que c'est un fake. Déjà d'entrée, parce que c'est pas comme ça, le ciel est bleu. Peut-être pas autant que sur Gaïa, quoique avec les chemtrails, on pourrait dire que l'air est un peu plus pur, l'atmosphère sur Mars à l'heure actuelle, mais bon. Donc voilà, déjà vous savez que c'est faux, c'est un maquillage NASA. Mais effectivement, il y a des bases sur Mars. Et donc, mais là, question de voir à travers la montagne, pour l'instant, ils n'ont pas officiellement la technologie, et ne comptez pas sur la NASA, par exemple, pour vous divulguer ce que je partage avec vous aujourd'hui. Ça, c'est clair. L'agenda du vrai pouvoir qui maîtrise Gaïa à l'heure actuelle, encore pour un certain temps, mais ils en ont plus pour longtemps, eux, c'est de faire une divulgation douce, c'est-à-dire un petit bout à la fois. Ce que va faire, vous verrez certainement, quand vous avez Gaïa et tout ça, ces chaînes américaines vont vous diffuser des petits morceaux, ce sont des chaînes payantes en plus, vont vous diffuser, vous donner des petits bouts de sucette, petit à petit. Ils vont pas, et puis, après, si ça va trop loin, bah, les autorités gouvernementales vont tourner sans dérision ou provoquer un attentat ou des choses comme ça pour tourner votre attention. Je vous préviens d'avance, vous verrez que je n'ai pas l'habitude de me tromper. Donc, voilà. Hein, donc, c'est pourquoi j'ai décidé, en concertation avec nos amis, nos invités ici, nos amis de la Confédération, j'en ai discuté avec eux, discuté verbalement, mais par image mentale, à base de la télépathie, on a dit oui, il faut le dire au peuple de Gaïa. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et oui, et on n'arrête pas avec ça. Prochaine question qui nous vient un peu de tout le monde d'ailleurs, parce que ça apparaît souvent dans le chat. Est-ce que cette vidéo-là, c'est la suite ou le truc complet du 11 juillet que Thierry Jamin avait à faire? Alors, ça n'a rien à voir avec ce que va faire Thierry Jamin, d'ailleurs qui n'a plus, mais je n'ai pas parlé. On avait pensé l'inviter, mais il ne pourra pas en dire. Il n'a pas les informations que j'ai forcément. Thierry, c'est un frère qu'on adore, mais lui, c'est un archéologue à l'origine. Il n'a aucune connaissance en civilisation alien, on va dire exoterrestre, etc. Lui, il a une mission, sa fondation à Cusco, c'est de trouver ce qu'on peut appeler la cité d'or, qui se trouve en pleine jungle. Bon, c'est autre chose, mais je n'ai pas à dévoiler ces trucs. Et donc, c'est lui, ça lui est tombé dessus comme ça. Bon, vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Il n'y a que les imbéciles ou les fous qui pensent que le hasard existe. Donc, c'est fait exprès. C'est fait exprès, ça. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi l'Antarctique. Mais attendez, il y a d'autres choses qui vont venir. Rassurez-vous. Je vous avais dit, rappelez-vous, l'année dernière, que on est en 2017, c'est égal à 1, c'est le début. 2016, c'était égal à 9, c'était la fin d'un cycle. On est parti par 9 ans. Et j'ai dit, en 2017, vous allez avoir des sacrées divulgations. Et vous voyez, ça vient, mais c'est pas fini. C'est que un des débuts. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec ce que va faire Thierry Jamin. Lui, c'est plus lui qui a les manettes à l'heure actuelle. C'est les deux sociétés qui ont été à coups de millions de dollars parce que Mario, il est gourmand, parce qu'il voit, lui, c'est le pognon, pauvre, c'est un pilleur de tombes, c'est son boulot, entre guillemets. C'est même un délinquant vis-à-vis du gouvernement péruvien, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Alors, son intérêt, c'est de se planquer, il essaie de se faire du beurre un maximum, quoi. Lui, c'est ça. Et donc, pour présenter, par exemple, l'artefact biologique que je vous ai montré tout à l'heure, recouvert de poudre blanche qui est du mycélium, eh bien, il a fallu allonger le pognon, quoi. Et comme le pauvre Thierry, il n'avait pas les moyens, malgré les ululeurs qui lui ont envoyé des sous, des dons, ça ne couvrait pas la somme.
Et donc, les sociétés de TV comme Gaïa et puis l'autre, donc ont mis la main à la poche. Et puis voilà, donc à partir du moment où vous savez bien qu'il y a de l'argent qui rentre dans un truc, ça pollue le truc. Vous savez, on vous l'a déjà dit, Gaïa, c'est la seule planète où existe l'argent. Et cet argent qui est aux mains d'une poignée de personnes, contrôlé tout ça par les jésuites, pollue tout sur cette planète. C'est ça qui dirige toutes les planètes. Hein, parce que vous dites, vous êtes dans telle banque, dans telle banque, dans telle banque. Bonjour, non, ça appartient toujours aux mêmes. Toutes les banques, toutes les filiales, c'est toujours aux mêmes personnes. Hein, donc, on vous le dit assez, il n'y a pas que moi qui vous le dis, on vous le dit sur plein de chaînes, sur plein de sites. Hein, donc, voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire Thierry? D'abord, j'en parlais avec nos invités ici. Prendre des photos, il y a des champs, des ondes de torsion qui sont émises pour la momification sur place. On peut, avec une cage de Faraday, on peut protéger un appareil photo ou une caméra numérique avec une cage de Faraday, mais l'objectif, vous allez le passer où? À travers la cage. Le maillage de la cage doit correspondre à la longueur d'onde émise en électromagnétique. C'est regarder la vitre de votre micro-ondes, ce sont des micros, c'est-à-dire des micromètres, d'accord? Et vous avez une fine grille qui vous permet de voir à l'intérieur et il y a une lumière à l'intérieur. Ça évite que les faisceaux électromagnétiques de micro-ondes viennent vous mettre en agitation moléculaire la flotte qui vous compose à plus de 64% et donc vous faire un coup de chauffe, quoi. Donc, ça sert à ça. Mais alors, par l'objectif, les ondes vont rentrer. La lumière, qu'est-ce que c'est? Une onde électromagnétique. Ça va rentrer. En plus, là-bas, l'émetteur qui permet de momifier les défunts, ce sont des ondes de torsion. Et j'ai fait des expériences là-dessus. Les ondes de torsion, elles passent à travers les cages de Faraday. Et donc, là, à moins de passer en Argentine, alors qu'il va montrer davantage d'artefacts, des plus petits, des plus grands, il en a déjà montré. Et puis après, pour l'instant, il n'a pas encore été sur le site, Thierry, notre frère Thierry, donc il n'y a pas été. Puis maintenant, il y a des patrouilles. Donc, j'y suis allé donc récemment plusieurs fois, 3 ou 4 fois, et il y a quelques jours, j'y suis retourné une autre fois. Et j'ai remarqué qu'il y a plein de patrouilles de navettes extraterrestres, d'un côté, des navettes terriennes, des hélicos, des avions, et j'en ai vu à plusieurs reprises, parce que moi, si j'y vais la nuit ici en France, là-bas, il fait jour, ok? Et donc, j'étais retourné pour vérifier. Et effectivement, beaucoup des hélicos, tout ça, ce sont de l'armée péruvienne. Hein, j'étais retourné pour voir si, mais j'en ai pas vu, s'il y avait des engins volants américains. Donc, j'en ai pas vu. Mais il y a du monde qui circule à l'heure actuelle, ça devient hyper dangereux. Et je ne sais pas comment notre frère Thierry va faire pour aller là-bas d'ailleurs. En plus, il y a des autres pilleurs de tombes, comme vous l'a dit Thierry Jama, qui essaient de trouver l'entrée en question pour aller se faire un petit peu de blé, d'argent, d'accord, d'aller piller. Alors tout ça, ça sent un petit peu extrêmement mauvais, donc ça risque de faire flop, et c'est pourquoi nous avons décidé de faire une émission spéciale là-dessus aujourd'hui. Voilà. Alors tant que j'y pense, avant les autres questions, oui, les implants dans les mains des entités biologiques quand tu es donc momifié, entre guillemets, quand tu es trouvé, alors ça sert à quoi? Ça sert un peu, vous voyez, dans le modèle aux États-Unis, c'est comme ça devient à la mode, le puçage, ou le puçage de vos animaux. Alors, ça sert à quoi? À la localisation, les technologies, la projection du chi. Vous savez, les plaques rondes, là, c'est un alliage métallique. Je ne connais pas la position, mais c'est un alliage métallique biocompatible. Quand vous en avez quelqu'un qui se casse le col du fémur, on vous met une broche, c'est un alliage métallique biocompatible forcément. Sinon, vous auriez des problèmes. Bon, là, c'est la même chose, hein. Ce sont des entités biologiques. Donc, ils servent à projeter, c'est-à-dire en cas d'agression. Vous avez vu des experts en arts martiaux qui, sans toucher l'adversaire, le projettent.
hein. Moi-même, quand j'ai le temps, j'ai plus trop de temps, je fais des arts martiaux depuis très longtemps aussi, et donc je sais ce que c'est. Et donc, ça leur sert à ça. Vous avez d'autres qui permettent de commander directement les navettes, parce que les navettes aliens là, sont en partie organiques, et ne rigolez pas quand je dis ça, puisque les scientifiques commencent à travailler sur des ordinateurs organiques, ici sur Gaïa, d'accord, avec des polymères. Hein, donc voilà, donc ça existe déjà scientifiquement, renseignez-vous. Et donc ils se servent de ça. Donc ce que vous appelez scoop-volants, ce sont des navettes en fait, eh bien, ont une certaine fréquence vibratoire, et le pilote de la scoop volant, et la scoop est calée avec ou les bagues ou tout ça, ce qui inclut en subcutané, comme ça se fait les implants à l'heure actuelle, c'est complètement idiot, mais donc c'est comme ça. Hein, ce sont des technologies de contrôle qui permet d'ouvrir aussi dans la ville certains secteurs ou dans les habitations privées des entités qui vivent dans cette ville. Je peux dire les 4 villes, parce qu'il y a 4 secteurs, et d'ouvrir les portes de leur maison, etc., comme ça commence à se faire, ça vient en France aussi, hein, des puces pour commander à distance votre voiture, votre chauffage, votre télé, l'allumage de vos pièces. Bon, c'est du puçage, ni plus ni moins, plus sophistiqué que ce qui existe à l'heure actuelle sur Gaïa en ce qui concerne les trucs scientifiques humains dévoilés. D'accord? Donc, on a ça. Par contre, ce qui serait intéressant, j'en ai pas vu, veuillez m'en excuser, j'ai essayé, quand j'y suis allé, donc il y a quelque temps, 2-3 fois, de tomber sur des feuilles à mémoire de forme, mais ça existe déjà sur Gaïa hein, depuis pas mal d'années, c'est scientifiquement, les scientifiques fabriquent des objets, du métal à mémoire de forme, hein, rien de nouveau sous les étoiles, mais simplement j'aurais été curieux de voir le style d'écriture, puisque Thierry avait dit que Mario lui a montré une feuille, et il y avait, je ne sais pas s'il a vu, il y avait des symboles de gravés dessus, et cet artefact de feuilles métalliques à mémoire de forme a été vendu à un japonais, d'après ce qu'il a dit. Maintenant, je n'en sais pas plus. Et j'aurais été curieux de voir le style d'écriture pour avoir une idée un peu des civilisations exoterrestres ou terrestres anciennes qui auraient pu graver sur ce métal. Mais bon, j'en ai pas trouvé. Quand j'aurai le temps, si j'ai le temps d'aller refaire un tour, je tâcherai d'en trouver une pour voir un peu de quoi il s'agit. Malheureusement, je vous signale qu'en mental ou en astral, je peux rien ramener. Je peux pas vous amener des échantillons. Je peux pas prendre de photos. Pour ceux qui font un peu de télépathie, sont réceptifs, je peux vous envoyer des images mentales. Je peux pas faire plus. Veuillez m'en excuser. Allez, question suivante. Oui, vas-y, Moreau. Ouais, moi je voulais reparler en fait du spatioport, si on peut retourner dessus un peu vite fait, ça dérange pas? Rien ne me dérange, mon frère. D'accord, très bien. Bah alors, moi en fait je voulais savoir, le lieu du spatioport là, il a été choisi au hasard par les ET, enfin les personnes qui sont venues l'installer, ou bien c'est un lieu spécialement choisi par rapport à une zone d'énergie terrestre, naturelle, quelque chose comme ça? Alors, c'est un lieu qui a été choisi parce que il est à proximité de l'ancien Équateur. Vous savez que l'ancien Équateur, si on trace une ligne, pouvez vous y amuser à faire si vous avez un peu de dextérité sur Google Earth. Vous prenez la sphère Gaïa, vous partez de l'île de Pâques, là où il y a les Moai. Vous tracez une ligne qui va passer à la verticale du plateau de Gizeh et précisément au niveau de la grande, ce qu'il a appelé la pyramide de Khéops. C'est appelé comme ça, mais c'est pas Khéops qui a construit ça, c'est de la connerie, ça. On vous raconte comme tellement de conneries qu'on vous a raconté. Et donc, et vous prolongez pour revenir à l'île de Pâques, hein, qui est dans le Pacifique, hein, très loin. Et donc, vous trouvez que ce site est à proximité de l'équateur. D'accord ?
Je vous ai dit qu'avant, je pense que vous êtes au courant sur Gaïa, il n'y avait qu'un seul continent qui s'appelait la Pangée. Lorsqu'il y a eu des problèmes avec la planète Tiamat, qui était 3 fois plus grosse que Gaïa à l'époque, et il y a eu des problèmes, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc je m'étends pas. Donc, ça a créé une onde qui a initié ce qu'on appelle la dérive des continents, l'éclatement de la Pangée en 7 continents. En fait, on n'en enseignait que 5, mais il y en a 7. Le 6e a été, entre guillemets, scientifiquement découvert il y a peu de temps, il y a quelques mois. Le 7e se trouve dans le Pacifique, d'ailleurs. Il y a plein de pyramides là-bas aussi sous la flotte. J'espère que scientifiquement, on vous le déclarera officiellement d'ici peu. Mais il y a longtemps que je sais ça. Il suffit de se balader en astral, hein, puis voilà. Et donc, c'est pas tellement dur d'ailleurs. Et donc, ça a été choisi, la proximité. Le vrai méridien, vous savez que le méridien 0 est donné pour Greenwich, les Anglais, hein, c'est la banlieue de Londres. Hein, les Anglais sont tout appropriés, vous savez, bon, hein, pas de, on va pour faire l'histoire. Et en fait, le vrai méridien 0 à l'époque est celui qui passe juste sur l'apex de la grande pyramide de Gizeh, donc celle dite de Khéops. Et curieusement, quand on prend cet équateur et ce méridien 0, qui est le vrai méridien 0, qui ne coïncide plus avec le pôle nord et le pôle sud actuel. D'accord. Si vous reportez ça sur Google Sky, sur Mars, vous verrez que ce méridien 0 qui passe par la pyramide de Khéops passe pile poil par le pôle nord et le pôle sud de Mars. D'accord? La grande piste principale qui rentre dans la montagne, dans le spatioport, coupe exactement à la perpendiculaire l'ancien équateur, qui est incliné par rapport à l'équateur actuel d'environ 30 degrés. D'accord? Hein? Parce qu'à l'époque, il y a eu, ça a occasionné le déluge, etc. Une partie d'ailleurs, pas partout, mais il y a eu le basculement vraiment physique de l'axe de rotation de Gaïa. Et ici, il y a une mutation en basculement, c'est des pôles magnétiques, mais ça se fait régulièrement. Là, c'est un petit peu en retard, à part que ça a créé des petits désagréments physiques et psychologiques chez les habitants de Gaïa. Mais ça ne va pas vous tuer, rassurez-vous. Quand ça va être stabilisé, l'inversion totale sera terminée, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Donc, voilà pour la petite histoire. Parce que c'est proche de l'équateur, et je signale, cet équateur passe par la pyramide de Khéops en plateau de Gizeh en Égypte, hein, donc pile poil, et se trouvait à l'époque, se trouve encore à l'heure actuelle, se trouvait au centre même de la Pangée. Et à l'heure actuelle, la pyramide de Khéops se trouve vraiment au centre de la masse totale des 7 continents. D'accord? Il y en a qui sont immergés, hein, bien sûr, les autres émergés. Hein. C'est une question d'auteur d'eau. Hein. Et donc voilà pourquoi c'est fait là. C'est un peu comme les aéroports ne sont pas dans la ville même, mais en banlieue. Hein. D'accord? Si on prend Roissy-Charles de Gaulle ou Orly ou tout ça, par exemple, en ce qui concerne la France, c'est pas au port de Paris, quoi. Hein? Faut prendre un RER ou un autre véhicule pour y accéder, quoi. D'accord? Ben c'est le même. Hein, donc, c'était une zone, d'ailleurs, sur cet ancien équateur, si vous observez bien, vous allez trouver plein de temples anciens, comment dirais-je, de pyramides, etc., plein de trucs, d'artefacts anciens, etc., de monuments très anciens, etc., que vous allez trouver. Donc voilà la réponse à ta question, Momo. Réponse très claire et précise. Je ne sais pas, c'est Claude qui est arrivé ou quoi? Oui, c'est Claude. Coucou, Claude. Coucou. Voilà. Bon, alors passons aux questions suivantes, si tu veux, mon frère. Ouais, bah déjà, est-ce que les invités ont des questions? Non, ça va aller? Bah, à la limite, je peux. Vas-y.
je peux continuer sur une petite Ah dernière. bah oui, bah, s'il n'y a plus de questions parmi les invités, Perle, tu as des questions, tu peux y aller, il faut en profiter là. Bah, moi, je me demandais juste par rapport à la poudre blanche là qu'ils mettent sur les corps pour les conserver, comme t'expliquais tout ça. Ils trouvent ça où? Ils font ça comment? Ils récupèrent ça comment? C'est bête, mais je me demandais. Ils cultivent des champignons? Je sais pas. Voilà, bah, tu viens de trouver la réponse à ta question, effectivement. Le pénicillium, c'est ce qui permet de fabriquer de la pénicilline, d'accord, qui est une poudre blanche, d'accord, qui est un antibiotique puissant, donc qui lutte contre les bactéries, les microbes, d'accord, pas les virus. Et ben, c'est de la culture de champignons. Fais l'expérience chez toi, tu prends une tranche de citron, tu la laisses comme ça, tu le mets sur une assiette, tu vas voir, à l'air libre, quelques jours après, tu vas voir une petite poudre verte ou gris-vert qui va pousser dessus. C'est du pénicillium, c'est un champignon. Eh bien, cette poudre, c'est de la pénicilline. Ça a un goût acre. Si tu goûtes, tu peux le goûter, ça ne va pas te tuer, mais c'est acre. Et donc, après, les laboratoires de chimie affinent ça pour donc en faire de la pénicilline. Et si quelqu'un qui aime manger du saucisson, du vrai saucisson, pas du saucisson de synthèse, je vais dire, fabriqué par des usines, un peu comme un certain film que je ne veux pas citer, mais avec De Funès et compagnie. Bon, enfin bref, pour ceux qui l'ont vu, qui dit bien ce qu'il veut dire d'ailleurs, ce film. Et donc, tu as une poudre blanche, un vrai saucisson, c'est pas de la farine, ben c'est ça. C'est du pénicillium qui évite que les bactéries viennent ronger la peau. Un vrai saucisson, c'est du boyau, à laver bien sûr et sécher. Et donc, enfin sécher plus ou moins. Et dans le temps, il y a de la viande, etc. Bon, je ne vais pas expliquer la fabrication, c'est pas le sujet d'aujourd'hui d'un bon saucisson, mais cette poudre blanche, c'est ça, c'est du pénicillium. Sinon, lui, tu ne le suces pas, t'as pas besoin, tu ne le mets pas au frigo, tu le laisses et il ne va pas se désagréger parce qu'il y a cette poudre, cette pénicilline qui empêche les bactéries d'aller bouffer d'abord l'enveloppe extérieure, puis l'intérieur après, parce qu'après, si tu manges ça, tu vas courir aux toilettes, je te le dis tout de suite, mais bon, voilà. Donc, et ben là, c'est la même chose. Alors, je n'ai pas vu où est-ce qu'il… c'est quand même grand, je te signale. Imagine si rien qu'en voyage mental, si je devais visiter toutes les rues, tous les coins de Paris et tout ça, rien que ça, puis la banlieue, j'en ai pour un petit moment et j'ai pas que ça à faire quand même. Et j'y suis allé, c'est simplement pour avoir des informations, puisque, comme je l'ai dit dans l'article que j'ai publié, il y a plus de 53 ans que je m'étais déjà intéressé à ce site, entre autres. Et donc, j'y étais allé en Australie à l'époque. D'accord. Et donc, je ne sais pas, mais ils ont sûrement un coin, une usine, enfin, je ne sais pas quoi, où ils fabriquent ça, la pénie à la chaîne. Comment il a trouvé ceux qui fabriquent des saucissons, à ton avis. Donc, voilà, quoi. Et donc, heureusement, parce que sinon, les artefacts biologiques qu'ils ont trouvés, ça serait que des nonos, quoi. Comme j'ai montré quand j'ai partagé la dernière image, là, des géants, là, du géant et de la géante. 4 mètres de moins que son homme. Donc, voilà. Et donc, voilà. Alors, ils ont sûrement un endroit où ils fabriquent ça. C'est pas dur, je te dis. Fais l'expérience. Tu sais à peu près combien il y a d'étages? Combien il y a d'étages? Pour la ville, il y a 4. 4 étages, mais pas empilés les 4 les uns sur les autres. Genre comme ça c'est la forme des cavités plus ou moins naturelles qui ont été aménagées quand même en partie. Ce sont des grottes naturelles. Alors, c'est pas, je peux pas dire c'est ovale, je peux pas dire… Bon, c'est des voûtes. Si tu as déjà été voir 20 ans, voir les grottes de Han, tu verras comment c'est, quoi. Et encore, c'est petit, là, à côté, c'est rien. Tu vois, tu sais où c'est. Et donc, va voir.
Mais c'est beaucoup plus grand. Là. Il y a des cavernes immenses, immenses, immenses. Tu pourrais te balader en avion dedans. Hein. Il y a des navettes qui se baladent dedans, il n'y a pas de souci. Hein. C'est immense. Hein. Et il y a des piliers, c'est les stalactites qui descendent, à la limite, quand elles se rejoignent, ça fait un pilier. Hein. Donc ça, c'est… bon, et donc, les 4 secteurs n'ont pas la même forme. Hein, et on ne peut pas dire qu'ils sont rectangulaires, carrés, circulaires ou ovoïdes. C'est la forme de la caverne, on va dire. Quoi. Grosso modo, il y a des aménagements qui ont été faits qui sont artificiels, bien sûr, hein, pour notamment les tunnels de communication où tu n'as pas à marcher à pied ou monter des escaliers. C'est en pente douce, mais c'est antigravitationnel, donc tu n'as pas à marcher pour te déplacer là. Il n'y a que dans les parties des cimetières où tu es obligé de crapahuter à pied. Voilà. Hein, donc, mais les 4 étages, ils ne sont pas les uns en dessous des autres, ils sont à des niveaux différents, mais éloignés, je veux dire, par rapport à l'entrée du spatioport. Hein, si tu vas dans le spatioport, tu arrives dans une entrée de la ville où là, tu as des directions, enfin, comme je t'ai dit, les tunnels, mais moi, je passe à travers en mental, donc je ne sais pas à m'embêter, comme je les ai vus en passant. Et puis, tu vois, dans les 3 autres directions, tu vois. Hein, donc, voilà comment c'est, en gros. Hein. Bon, je ne peux pas te donner de forme, c'est une forme naturelle, on va dire, en fonction de la caverne, quoi. D'accord. Ok, Momo, tu veux poser ta question, non? Ouais, je veux bien. Ouais. Je voulais savoir, Gérard, tu savais pas si sur place il y avait des genres de Stargate ou bien ils venaient seulement avec des navettes sur place? Je n'ai pas vu de port des étoiles sur place. Il faut savoir de toute façon que ça ne servira à rien parce que nos amis de la Fédération Galactique a changé tous les numéros de téléphone qui donnent accès des Stargate qu'il y a sur Gaïa, qui donnent accès à d'autres planètes ou d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires dans cette galaxie. Et compte tenu à cause de la cabale et compagnie, enfin tous les emmerdeurs, quoi, les gangsters, comme je les appelle, ça va plus vite, et donc qui risquaient de se barrer puis d'aller emmerder des autres civilisations ailleurs dans la galaxie, puis voire ailleurs dans d'autres galaxies. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Et donc, hop, ils ont modifié les numéros d'accès. Hein. C'est comme des cabines téléphoniques, hein, c'est le même principe, c'est un peu plus sophistiqué, quoi. Donc, ça ne sert plus à rien à l'heure actuelle. Et c'est pourquoi les entités négatives essaient au CERN notamment, au 5e sous-sol, essaient de créer un vortex pour pouvoir aller se barrer ailleurs, sortir du système solaire. Ça crée plein de mini-tremblements de terre dans la région de Genève, d'ailleurs, je te signale. Je signale à tout le monde. Et c'est pourquoi que certains gouvernements, je ne vais pas les citer, mais tout le monde va comprendre, en particulier l'US, essaient de provoquer des conflits dans certaines régions, etc., pour, tant que les gens sont en train de se taper dessus et tout ça, pouvoir avoir le contrôle des vortex qui se trouvent sur Gaïa. Il y en a 64, sont des vortex naturels qui s'ouvrent et se ferment d'une façon hyper aléatoire et d'une durée aléatoire. On ne sait pas où ils mènent, ça peut être sur une autre planète, dans une autre planète, dans un trou noir, dans une étoile, dans l'espace, on ne sait pas. Le plus connu, ou dans un autre temps, une autre ligne temporelle. Le plus connu, que tout le monde connaît, je suppose, c'est le triangle des Bermudes, mais son pendant par rapport à la pyramide de Gizeh, exactement à la même distance. Et de l'autre côté, c'est le triangle du diable qui se trouve en mer de Chine. Hein, où c'est pareil, on en parle très peu, mais il y a plein de disparitions aussi. Si des avions ou des bateaux arrivent au mauvais moment ou sont arrivés au mauvais moment quand le vortex se met en activité, eh ben, ils changent de ligne temporelle, donc on ne les voit plus, ils disparaissent, ou ils se retrouvent téléportés, entre guillemets, grâce à ce que les scientifiques appellent des trous de verre, ailleurs. Hein. Et puis, voilà. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait une expédition, notamment dans le triangle des Bermudes, ils n'ont rien trouvé. Forcément, le vortex n'est pas ouvert. S'il avait été ouvert, les scientifiques ne seraient pas revenus. Hein.
Donc voilà. Et ils auraient été, ils seraient retrouvés ailleurs, quoi. Donc voilà. Hein. Donc là, pour te répondre à des questions, non, je n'ai pas vu de Stargate. Tu me diras, je n'ai pas cherché non plus. Hein. J'ai pas fouillé toute la ville. Attends, là, j'ai pas que ça à faire. J'ai même pas le temps de finir de visiter les lunes de Jupiter. Alors, hein, puis avec l'Antarctique où je suis allé aussi, tu vois, ça fait. Hein, puis d'autres choses, vu ce qui se prépare à l'heure actuelle que je peux pas parler, j'ai beaucoup d'activités. Donc, je peux pas m'amuser à jouer les touristes à Nazca, hein, de trop. Ok, c'est bon. Est-ce que Claude aurait une question s'il m'entend? Je sais pas. Une question, Claude, si tu as un micro? Non, c'est un peu trop rien. Bon. Bah, On va dire que il avait coupé, là, il a recoupé son micro, je sais pas. Bon. Bon, je pense que problème. Ça fait rien. Ouais, bah, ça peut arriver. Ouais. Bon. Écoute, dans le public, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de questions, quoi, en fait. S'il n'y a plus de questions parmi les invités, ça va être bon. Ok. Écoutez, ça va être bon. On va quitter cette émission. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde. Merci Momo, Perle, Claude, GG, PN. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Oui, il n'y a pas de quoi. Au plaisir. Hein. Et puis surtout, si vous voulez venir dans une émission de divulgation et vérité, n'hésitez pas. Envoyez-nous des messages et on vous répondra. On vous enverra le lien en temps voulu et vous serez en direct avec nous. N'hésitez pas, on est là pour ça. C'est un outil qu'on sert pour avoir tout le monde dans ce direct-là. Merci d'avoir regardé. Oui, une petite précision, la semaine prochaine, lundi prochain, je ne serai pas là. Je t'ai prévenu, Nico. Je suis en conférence, mais physique, donc je peux pas je peux pas me biloquer. Donc je serai pas là. Je dis à nos auditeurs qui s'inquiètent pas. Voilà, je serai pas là lundi prochain. Donc c'était prévu. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie aussi nos invités. Et notre invité et eux, voilà. Il y en a d'autres qui devaient venir, mais je n'ai pas eu de nouvelles et comme on était pressé par le temps, donc je verrai après. On devait être beaucoup plus que ça, on devait être 9 logiquement à l'origine, mais bon. Ce n'est pas grave. Le principal vous a donné plein d'informations. N'hésitez pas à aller relire l'article qui a été publié sur CLG, hein, où tout expliqué. Également regarder un supplément que j'ai mis sur l'étoile de la vie de quelqu'un qui est né en 1938 et qui en 1974 a usé de psychométrie, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir des informations d'un objet tenu dans la main ou posé sur le front. C'est une technique que j'ai essayé il y a très longtemps, mais je n'ai plus le temps de m'amuser à ça. Et donc, il y a eu des informations qui corroborent une partie de ce que je vous ai expliqué, partagé avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie et je remercie nos invités aussi d'avoir écouté tout ce que j'ai blablaté. Merci. Merci à vous, merci à tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ou à mettre vos questions dans les liens ci-dessous, dans les commentaires. On se dit à lundi prochain, toujours même heure, 18h, 19h, heure de Paris, bien sûr, parce que heure de Nouméa, c'est autre chose. On se dit à la prochaine et merci à tout le monde d'avoir regardé. Salut, bye bye!